Bonsoir, et bienvenue pour une longue soirée d'histoire. Ce soir, plusieurs contes vous attendent, les uns après les autres. Vous n'êtes pas obligé de rester éveillé jusqu'au bout, c'est même tout le contraire. Installez-vous confortablement, baissez la lumière, et laissez les histoires vous porter, aussi loin que vous irez. Première histoire. La Belle au bois dormant. Il était une fois, dans un pays lointain, un roi et une reine qui vivaient dans un grand château entouré de forêts profondes. Chaque soir, ils regardaient le soleil descendre derrière les collines, et chaque soir, ils faisaient le même vœu, celui d'avoir un enfant. Après de longues années, leur vœu fut exaucé. Une petite princesse naquit, un matin de printemps, alors que les cerisiers du jardin laissaient tomber leurs pétales blancs comme une neige douce et tiède. Pour célébrer sa naissance, le roi organisa une grande fête. Il invita toutes les fées du royaume, afin que chacune offre un don à l'enfant. Les tables étaient dressées d'or et de velours, et la lumière des chandelles dansait doucement sur les murs de pierre. La première fée se pencha sur le berceau et murmura « Tu seras la plus douce des princesses ». La deuxième lui offrit la grâce, la troisième, la bonté du cœur, la quatrième, la joie, et ainsi de suite, comme on dépose des pétales, un à un, sur un oreiller de soie. Mais une vieille fée, que l'on avait oublié d'inviter, entra dans la salle. Elle s'approcha du berceau, et d'une voix sèche comme une branche d'hiver, elle déclara « À ses 16 ans, la princesse se piquera le doigt un fuseau, et elle en mourra. » Un grand silence tomba sur la salle. Mais la plus jeune des fées, qui n'avait pas encore parlé, s'avança doucement. « Je ne peux défaire ce sort, dit-elle, mais je peux l'adoucir. La princesse ne mourra pas. Elle s'endormira, d'un sommeil profond, paisible, qui durera 100 ans. Et un jour, elle sera réveillée, avec tendresse. » Les années passèrent, calmes et heureuses. La princesse grandit, aussi douce que l'avaient promis les fées. Le jour de ses 16 ans, en explorant une vieille tour du château qu'elle ne connaissait pas, elle découvrit une petite chambre ronde, où une vieille dame filait la laine près d'une fenêtre. « Comme c'est joli, dit la princesse. Puis-je essayer ?» À peine eut-elle touché le fuseau qu'elle sentit une grande douceur l'envelopper, comme une couverture chaude un soir d'hiver. Ses paupières devinrent lourdes, si lourdes. Elle se laissa glisser sur le lit de la petite chambre et s'endormit profondément. Alors, une chose étrange et merveilleuse se produisit. Tout le château s'endormit avec elle. Le roi et la reine, dans la grande salle, les gardes appuyés sur leurs lances, les cuisiniers, près de leurs marmites fumantes, les chevaux dans les écuries, et même le feu dans la cheminée, qui cessa doucement de crépiter, comme s'il retenait son souffle. Autour du château, une forêt de rosiers se mit à pousser. Lentement, très lentement, les branches s'entrelacèrent, les roses s'ouvrirent, et bientôt le château tout entier disparut sous un manteau de fleurs et de silence. 100 ans passèrent ainsi. 100 printemps, 100 étés, 100 automnes, 100 hivers. La neige tombait sans bruit sur les tours endormies. Le vent chantait doucement dans les rosiers. Et la princesse dormait, paisible, son souffle aussi léger qu'une plume. Un jour, un jeune prince d'un royaume voisin entendit parler d'un château mystérieux, caché au cœur d'une forêt de roses. Curieux, il s'approcha, et à sa grande surprise, les branches s'écartèrent d'elles-mêmes devant lui, comme pour l'inviter à passer. Il traversa les jardins silencieux, monta les grands escaliers de pierre, et trouva enfin la petite chambre de la tour. Là, il vit la princesse endormie, si paisible, si sereine, qu'il n'osa d'abord pas faire un bruit. Il se pencha doucement, et déposa un baiser léger sur son front. Alors la princesse ouvrit les yeux, lentement, comme on s'éveille d'un très beau rêve. Elle sourit. Et autour d'eux, tout le château s'éveilla aussi, en douceur. Le feu se remit à crépiter, les cuisiniers à remuer leurs marmites, et les oiseaux, sur les toits, à chanter la plus tendre des chansons. La princesse et le prince apprirent à se connaître, au fil de longues promenades dans les jardins de roses. Et quelque temps plus tard, on célébra leur mariage, sous les cerisiers en fleurs, là même où tout avait commencé. Et depuis ce jour, dit-on, dans ce royaume, tout le monde dort à merveille. Car le sommeil, là-bas, n'est jamais une menace. C'est un cadeau. Un long voyage doux et tranquille,
dont on revient toujours, reposé et souriant. Prenez un instant, respirez doucement, et quand vous êtes prêt, voici la suite. Deuxième histoire. Boucle d'or et les trois ours. Il était une fois, au cœur d'une grande forêt paisible, une petite maison de bois avec un toit de mousse verte et une cheminée qui fumait doucement. Dans cette maison vivaient trois ours. Il y avait le grand ours, avec sa grosse voix profonde et son grand fauteuil près de la fenêtre. Il y avait la maman ours, douce et attentive, avec son fauteuil moyen et son châle de laine. Et il y avait le petit ours, avec sa petite voix claire, sa petite chaise, et son bol préféré orné de myrtilles peintes. Ce matin-là, maman ours avait préparé une bonne soupe d'avoine au miel. Mais la soupe était encore bien trop chaude. « Allons nous promener dans la forêt », proposa le grand ours de sa voix tranquille. « À notre retour, elle sera juste comme il faut. » Et les trois ours sortirent, en laissant la porte simplement poussée, car dans cette forêt-là, tout le monde se faisait confiance. Or, ce même matin, une petite fille aux cheveux dorés comme le miel se promenait par là. On l'appelait Boucle d'or. Elle avait cueilli des fleurs, suivi un papillon, écouté un ruisseau, et de fil en aiguille, elle s'était un peu perdue. Quand elle aperçut la jolie maison de bois, elle s'approcha, frappa doucement, et comme personne ne répondait, elle poussa la porte, curieuse. Sur la table, 3 bols de soupe fumaient doucement. Boucle d'or avait bien faim, après toute cette marche. Elle goûta la soupe du grand bol, trop chaude. Elle goûta la soupe du bol moyen, trop sucrée. Puis elle goûta la soupe du petit bol aux myrtilles, celle-ci est parfaite. Et elle la mangea tout entière, jusqu'à la dernière cuillère. Ensuite, elle voulut se reposer un peu. Elle essaya le grand fauteuil, trop dur. Elle essaya le fauteuil moyen, trop mou. Puis la petite chaise, parfaite. Mais la petite chaise, qui n'avait pas l'habitude de porter les petites filles, craqua gentiment sous elle, et Boucle d'or se retrouva assise par terre, dans un petit nuage de poussière, ce qui la fit rire toute seule. Elle monta alors le petit escalier de bois, à la recherche d'un endroit où se reposer. Dans la chambre, il y avait 3 lits. Elle essaya le grand lit, trop haut du côté de la tête. Elle essaya le lit moyen, trop haut du côté des pieds. Puis elle essaya le petit lit, et il était si douillet, si confortable, exactement à sa taille, que ses yeux se fermèrent tout seuls, et qu'elle s'endormit profondément, ses boucles dorées répandues sur l'oreiller. Pendant ce temps, les 3 ours revenaient tranquillement de leur promenade, les pattes pleines de bonnes odeurs de forêt. En entrant, le grand ours regarda la table et dit de sa grosse voix « Quelqu'un a goûté à ma soupe ». Maman ours dit de sa voix douce « Quelqu'un a goûté à ma soupe aussi ». Et le petit ours s'écria de sa petite voix « Quelqu'un a mangé toute ma soupe. Il ne reste plus rien du tout ». Puis ils virent les fauteuils déplacés. « Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil », gronda doucement le grand ours. « Dans le mien aussi », dit maman ours. « Et ma petite chaise est toute cassée », dit le petit ours. Alors, sur la pointe des pattes, ils montèrent l'escalier. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit », dit le grand ours. « Dans le mien aussi », murmura maman ours. Et le petit ours chuchota. « Il y a quelqu'un dans mon lit, et elle dort encore. » À ce moment, Boucle d'or ouvrit les yeux, et vit 3 museaux penchés sur elle, 3 paires d'yeux ronds qui la regardaient avec plus de curiosité que de colère. Elle rougit jusqu'aux oreilles. « Oh, pardon, je me suis perdue, j'avais si faim, et j'étais si fatiguée. » Le petit ours renifla ses cheveux qui sentaient les fleurs, et déclara « Elle est gentille, je crois. Maman, est-ce qu'elle peut rester pour le goûter ?» Et c'est ainsi que Boucle d'or, au lieu de s'enfuir comme dans certaines versions de l'histoire, resta pour le goûter. Elle aida à réparer la petite chaise avec le grand ours, promit de toujours frapper avant d'entrer, et maman ours refit une pleine marmite de soupe au miel pour tout le monde. Puis les 3 ours la raccompagnèrent jusqu'à la lisière de la forêt, d'où l'on voyait sa maison. Depuis ce jour, chaque dimanche, Boucle d'or revenait avec un pot de miel ou un panier de myrtilles. Et dans la petite maison de bois, on installa une 4e chaise, juste à sa taille. Prenez un instant, respirez doucement, et quand vous êtes prêts, voici la suite. 3e histoire.
La princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui voulait se marier. Mais pas avec n'importe qui, il voulait épouser une vraie princesse. Alors il avait fait le tour du monde, poliment, patiemment. Il avait rencontré des princesses de tous les royaumes. Mais à chaque fois, quelque chose n'allait pas tout à fait. L'une riait trop fort pour être vraie. L'autre était vraie, mais ne riait jamais. Et il était rentré chez lui, un peu découragé, en se disant que les vraies princesses étaient peut-être comme les étoiles filantes. On en entend parler, mais on n'en attrape jamais. Un soir d'automne, un terrible orage éclata au-dessus du royaume. Le tonnerre roulait au loin comme un gros tambour fatigué, la pluie tombait à verse sur les toits du château, et le vent faisait chanter toutes les girouettes. C'était un soir à rester bien au chaud, près du feu, exactement comme vous, en ce moment, bien à l'abri sous votre couverture. Soudain, on frappa à la grande porte du château. Toc, toc, toc. Le vieux roi lui-même alla ouvrir, sa bougie à la main. Sur le seuil se tenait une jeune fille, trempée de la tête aux pieds. L'eau coulait de ses cheveux, glissait le long de son manteau, et remplissait même ses chaussures, qui faisaient flic-floc quand elle bougeait. Elle avait l'air d'un petit chat tombé dans une fontaine. « Je suis une princesse », dit-elle simplement, en essuyant une goutte au bout de son nez. « Ma voiture s'est embourbée sur la route, et je cherche un abri pour la nuit. » Une princesse, vraiment ? Pensa la vieille reine, qui avait tout entendu. C'est ce que nous allons voir. Mais elle ne dit rien. Elle sourit, fit préparer un bain chaud et un bon repas. Et pendant ce temps, elle monta elle-même dans la chambre d'amis, pour préparer le lit. Et là, la vieille reine fit une chose étrange. Elle retira tous les draps, tous les matelas, et au fond du lit, sur les planches de bois, elle déposa un petit pois. Un seul. Un tout petit pois vert, rond et dur. Puis, par-dessus le petit pois, elle fit empiler 20 matelas. 20. Les serviteurs les montaient un à un dans l'escalier, en soufflant un peu. Et par-dessus les 20 matelas, elle fit encore poser 20 édredons de plumes d'oie, doux et gonflés comme des nuages. Le lit était devenu si haut qu'il fallait une échelle pour y monter. La jeune princesse, en le voyant, ouvrit de grands yeux, remercia poliment, grimpa l'échelle barreau par barreau, et se glissa tout en haut, sous le premier édredon. La reine souffla la bougie et referma doucement la porte. Le matin venu, toute la famille se retrouva pour le petit déjeuner. Le soleil était revenu, les oiseaux chantaient dans les jardins lavés par la pluie. « Alors, mon enfant, demanda la reine d'un air innocent, en versant le chocolat chaud, « avez-vous bien dormi ?»« Oh !» répondit la princesse, un peu gênée de l'avouer. Le lit était magnifique, et les édredons si doux, mais je ne sais comment vous le dire, j'ai à peine fermé l'œil. Je sentais comme quelque chose de dur, tout au fond du lit. C'est peut-être ridicule, mais j'en ai des bleus. J'espère que je ne vous vexe pas. La reine posa la théière, et son visage s'illumina d'un grand sourire. Car c'était la preuve. Seule une vraie princesse pouvait avoir la peau assez délicate pour sentir un petit pois à travers 20 matelas et 20 édredons. Une sensibilité pareille, ça ne s'invente pas. Le prince, qui trouvait déjà la jeune fille charmante depuis la veille, fut le plus heureux des hommes. Ils apprirent à se connaître au fil des jours, découvrirent qu'ils riaient des mêmes choses, ce qui, entre nous, est le vrai secret des mariages heureux, et l'on célébra leurs noces au printemps suivant, sous les pommiers en fleurs. Quant au petit pois, on ne le fit pas cuire, non. On le plaça au musée du royaume, sur un petit coussin de velours rouge, où il se trouve peut-être encore, si personne ne l'a pris. Et la princesse? Elle dormit désormais chaque nuit dans un lit parfait, un seul matelas, mais le bon, et elle dormit à merveille, chaque nuit de sa longue et douce vie. Prenez un instant, respirez doucement, et quand vous êtes prêts, voici la suite. 4e histoire. Le vilain petit canard. C'était l'été, à la campagne. Les champs de blé étaient dorés, l'avoine encore verte, et le foin, rassemblé en meules rondes, embaumait l'air tiède. Au bord d'une vieille ferme entourée de grands fossés, sous de larges feuilles de bardane, une canne couvait ses œufs. Un à un, les œufs se fendirent. Pip, pip, firent les petits canetons en sortant la tête, découvrant le monde vert et lumineux. Comme le monde est grand, s'émerveillait-il. Mais le plus gros des œufs, lui,
ne bougeait toujours pas. La canne patienta, et enfin, l'œuf craqua. Il en sortit un caneton grand, un peu maladroit, gris comme un ciel de novembre. Il ne ressemblait pas aux autres. Dès le lendemain, dans la basse-cour, les autres animaux le regardèrent de travers. Qu'il est étrange, celui-là, caquetaient les poules. Il est trop grand, trop gris, trop différent. On le bousculait, on se moquait de lui. Même ses frères et sœurs finirent par lui tourner le dos. Alors, un soir, le petit canard gris s'en alla. Il se glissa sous la haie, traversa les prés humides de rosée et arriva au grand marais où vivent les canards sauvages. Il y resta quelque temps, discret et silencieux, se nourrissant de ce qu'il trouvait, dormant caché dans les roseaux qui chuchotaient au vent. L'automne vint. Les feuilles jaunirent, puis roussirent, puis tombèrent en tourbillonnant doucement. Un soir, au coucher du soleil, le petit canard vit passer dans le ciel rose un vol d'oiseaux magnifiques. De grands oiseaux d'un blanc éclatant, aux longs cous souples, aux ailes larges et puissantes. Ils poussaient un cri étrange et beau, en s'en allant vers les pays chauds. Le petit canard gris ne connaissait pas leur nom. Mais en les regardant disparaître à l'horizon, il sentit son cœur se serrer d'une émotion qu'il ne comprenait pas. Jamais il n'avait rien vu d'aussi beau. L'hiver fut long et froid. Le petit canard connut la neige, la glace, les matins où tout est blanc et silencieux. Mais il tint bon, patiemment, comme tiennent les roseaux sous le givre. Car même les hivers les plus longs finissent toujours par céder la place au printemps. Et le printemps revint, en effet. Un matin, le soleil se fit plus chaud, les alouettes chantèrent, et les pommiers ouvrirent leurs fleurs blanches et roses. Le petit canard déploya ses ailes, et les trouva étrangement fortes. Elles le portèrent au loin, jusqu'à un grand jardin où une rivière calme coulait entre des saules penchés. Là, sur l'eau, glissaient 3 cygnes magnifiques, les grands oiseaux blancs de l'automne. Le jeune oiseau s'approcha d'eux lentement, la tête basse, un peu intimidé. Et c'est alors qu'il vit, dans l'eau claire et lisse comme un miroir, son propre reflet. Il n'était plus un canard gris et maladroit. Il était un cygne. Blanc, élégant, avec un long cou gracieux. Il l'avait toujours été, simplement, il était né dans la mauvaise basse-cour, et personne, pas même lui, ne l'avait su. Les autres cygnes vinrent à sa rencontre et le caressèrent de leur bec, en signe de bienvenue. Des enfants, au bord de l'eau, s'écrièrent « Regardez, un nouveau cygne. C'est le plus beau de tous. » Et le jeune cygne, le cœur enfin léger, cacha un instant sa tête sous son aile, tout ému. Il n'était pas fier, non, juste profondément heureux. Il pensa au chemin parcouru, à la basse-cour, à l'hiver dans les roseaux, et il comprit que tout cela l'avait mené ici, sur cette rivière calme, à sa vraie place. Car on a tous une rivière calme qui nous attend quelque part, et on finit toujours par la trouver. Prenez un instant, respirez doucement, et quand vous êtes prêts, voici la suite. 5e histoire. Les fées. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait de caractère, un peu fière, un peu brusque, toujours pressée. La cadette, elle, tenait de son père, douce, honnête et d'une grande gentillesse. Et comme il arrive parfois, la mère préférait l'aînée, qui lui ressemblait, et laissait à la cadette toutes les corvées de la maison. 2 fois par jour, la cadette devait aller puiser de l'eau à la fontaine, à une bonne demi-lieue du logis, et en rapporter une grande cruche pleine. C'était un long chemin, mais elle avait appris à l'aimer. Elle connaissait chaque arbre de la route, chaque pierre moussue, et le merle qui chantait toujours sur la même branche du vieux chêne. Un jour qu'elle était à la fontaine, une pauvre vieille femme s'approcha d'elle, appuyée sur un bâton. « Ma bonne enfant, » demanda la vieille d'une voix fatiguée, « aurais-tu la gentillesse de me donner à boire ?»« Mais bien sûr, ma bonne mère, » répondit la jeune fille. Et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa l'eau à l'endroit le plus clair de la fontaine, et la lui présenta en soutenant la cruche, pour que la vieille dame puisse boire plus commodément, sans se fatiguer les bras. Quand la vieille eut bu, elle releva la tête, et son regard, soudain, était étrangement jeune et lumineux. Car c'était une fée, qui avait pris l'apparence d'une pauvre vieille pour éprouver le cœur de la jeune fille. « Tu es si douce et si honnête, » dit la fée, « que je vais te faire un don. À chaque parole que tu prononceras,
il te sortira de la bouche une fleur ou une pierre précieuse. Et la fée disparut, comme une brume au soleil. Quand la jeune fille rentra à la maison, sa mère la gronda d'avoir tardé. « Pardonnez-moi, ma mère, répondit-elle doucement, et en parlant, 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants tombèrent de ses lèvres, roulant doucement sur le sol de la cuisine. « Que vois-je là ?» s'écria la mère, ébahie, en ramassant les perles. « Mais parle encore, ma fille. Raconte-moi tout. » La cadette raconta simplement son histoire, et pendant qu'elle parlait, ce fut une pluie douce de violettes, de saphirs et de perles fines. « Il faut que j'y envoie ta sœur, » dit la mère. « Fanchon, regarde ce qui sort de la bouche de ta sœur quand elle parle. Ne serais-tu pas bien aise d'avoir le même don? Tu n'as qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme t'en demandera, lui en donner bien honnêtement. » Aller à la fontaine, moi? Avec la grosse cruche? Ronchonna l'aînée, qui n'aimait pas marcher. Mais l'envie des diamants fut la plus forte. Elle prit en traînant les pieds le plus joli flacon d'argent de la maison, et partit en soupirant tout le long du chemin. À peine arrivée à la fontaine, elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue, qui lui demanda courtoisement à boire. C'était la même fée, bien sûr, mais qui avait pris cette fois l'air d'une princesse, pour voir jusqu'où irait la mauvaise humeur de cette demoiselle. « Je ne suis pas venue ici pour servir tout le monde, » répondit l'aînée sans réfléchir, d'un ton brusque. « Buvez à même la fontaine, si vous avez soif. »« Vous n'êtes guère aimable, » dit la fée, sans se fâcher, avec un petit air de regret. « Eh bien, puisque le cœur vous parle ainsi, je vous fais ce don, à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche une couleuvre ou un crapaud. » Et quand l'aîné rentra et ouvrit la bouche pour se plaindre, plouf, 2 petits crapauds et une couleuvre verte sautèrent sur le carrelage, fort surpris eux-mêmes d'être là, et filèrent se cacher au jardin. Vous imaginez la maison, les jours suivants. L'aîné n'osait plus dire un mot, et la maison devint étrangement silencieuse. La cadette, que sa mère regardait maintenant d'un tout autre œil, préférait pourtant se promener au grand air, et parler aux oiseaux, qui appréciaient beaucoup ses conversations en fleurs. Un jour qu'elle chantait près de la fontaine, le fils du roi, qui revenait de la chasse, l'entendit et s'arrêta. Il lui demanda son chemin. Elle le lui indiqua gentiment, et vous devinez ce qui accompagna ces paroles, un petit ruisseau de roses et de perles. Le prince, émerveillé, mais bien plus par sa douceur que par les diamants, précise le conte, demanda à la connaître. Ils parlèrent longtemps, assis au bord de la fontaine, et quelque temps après, il l'épousa. Quant à l'aînée, la fée, qui n'était pas cruelle, repassa un jour par la maison. Elle trouva la demoiselle bien changée. À force de se taire, elle avait appris à écouter, et à force d'écouter, elle était devenue plus douce. « Voilà qui est mieux, » dit la fée en souriant. Et elle leva le sort, ne laissant qu'une règle. Chaque parole dure redeviendrait crapaud. On dit que l'aînée ne prononça plus jamais un mot méchant, et qu'elle finit par se marier, elle aussi, avec un brave meunier qui la trouvait charmante. Car c'est là tout le secret de ce conte, nos paroles sont des graines. Les douces deviennent des fleurs, et il ne tient qu'à nous de fleurir la maison. Prenez un instant, respirez doucement, et quand vous êtes prêts, voici la suite. 6e histoire. 3 fables douces. La première, vous la connaissez peut-être, c'est le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, dit la fable, il faut partir à point. Et voici comment on l'apprit, un beau matin d'été. Un lièvre, rapide comme le vent, se moquait gentiment d'une tortue qui traversait le pré de son pas tranquille. « Ma pauvre amie, lui dit-il, le temps que tu arrives au bout de ce champ, l'été sera fini. »« Gageons, répondit la tortue sans se vexer, de sa voix posée, que j'atteins ce grand chêne, là-bas, avant vous. »« Avant moi ?» Le lièvre en rit tant qu'il dut s'asseoir. Il accepta le pari, bien sûr. Et la tortue se mit en route, aussitôt, sans attendre un pas, puis un autre encore, régulier comme les battements d'un cœur au repos. Le lièvre, lui, avait tout son temps. Il broute un peu de trèfle, il écoute d'où vient le vent, il regarde passer les nuages allongés dans l'herbe tiède. « J'ai bien le temps de faire une petite sieste, » se dit-il. « Même en dormant, je gagnerai. » Et il s'endormit au soleil,
les pattes croisées derrière la tête. Pendant ce temps, la tortue avançait, sans hâte, mais sans pause, un pas, puis un autre. Elle passa près du lièvre endormi, tout doucement, sans même le réveiller, et poursuivit son chemin dans la lumière dorée de l'après-midi. Quand le lièvre ouvrit un œil, le soleil était déjà bas. Il bondit, fila comme une flèche, les oreilles couchées par la vitesse. Mais il était trop tard. La tortue touchait déjà le grand chêne, tranquille et souriante, pas même essoufflée. « Eh bien, dit-elle simplement, avais-je pas raison? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Et le lièvre, beau joueur, s'inclina. On dit même qu'ils rentrèrent ensemble, ce soir-là, au pas de la tortue. Deuxième fable, maintenant. Rapprochez-vous, c'est celle du lion et du rat, qui nous apprend qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Un jour, un petit rat étourdi sortit de terre juste entre les pattes d'un grand lion. Vous imaginez sa frayeur, son petit cœur battait comme un tambour minuscule. Mais le lion, ce jour-là, était de bonne humeur, et se montra roi dans le meilleur sens du mot. Il leva sa patte, et laissa passer le petit rat, qui fila en couinant à merci. Le lion n'y pensa plus. Un roi ne compte pas ses bontés. Mais quelque temps plus tard, au détour d'une forêt, le lion se prit dans des filets tendus par des chasseurs. Il eut beau rugir, se débattre, mordre les cordes, en rien à faire. Les mailles étaient solides, et ses rugissements roulaient dans la forêt comme un orage inutile. C'est alors qu'accourut le petit rat. « Patience, sire, dit-il de sa petite voix. Et de ses fines dents, il se mit au travail. Il rongea une maille, puis une autre encore, patiemment, comme la tortue faisait ses pas. Et maille après maille, le filet tout entier céda, et le grand lion fut libre. « Merci, mon ami, dit le lion, qui avait appris ce soir-là que la patience et le temps font plus que force ni que rage, et qu'aucune gentillesse, même envers le plus petit, n'est jamais perdue. Et voici la dernière fable, la plus douce pour finir. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait, c'est l'histoire du chêne et du roseau. Au bord d'une rivière vivait un chêne immense et un mince roseau. Le chêne, un jour, prit le roseau en pitié. « Tout te blesse, mon pauvre ami. Un moineau qui se pose est pour toi un fardeau, le moindre souffle de vent te fait courber la tête. Moi, je brave la tempête, droit comme une montagne. Que la nature est injuste avec toi. » « Votre compassion me touche, » répondit le roseau avec un sourire tranquille, « mais ne vous inquiétez pas pour moi. Je plie, c'est vrai, mais je ne romps jamais. Le vent et moi, voyez-vous, nous avons fini par nous connaître. Je le laisse passer, et il ne m'emporte rien. » Le chêne haussa ses grandes branches, peu convaincu. Mais un soir, du bout de l'horizon, arriva le plus furieux des vents du nord. Le roseau, comme d'habitude, s'inclina très bas, laissant passer la tourmente au-dessus de lui, souple comme une danseuse. Le chêne, lui, résista de toutes ses forces, raide et fier, résista, jusqu'à ce que ses racines, à force de tout retenir, lâchent prise. Au matin, le vent était parti. Le roseau se redressa doucement dans la lumière, intact, perlé de rosée. Et l'on raconte que le vieux chêne, couché dans l'herbe, murmura au roseau. « Tu avais raison, mon ami, c'est toi le plus fort des deux. » On fit du chêne une belle charpente, qui abrite encore une famille heureuse, et le roseau, chaque soir, salue le vent qui passe. C'est une bonne pensée pour s'endormir, celle-là. Face aux soucis, faire comme le roseau, plier un moment, laisser passer le vent, et se redresser au matin, tout doucement. Voilà, toutes les histoires de ce soir sont racontées. Si vous entendez encore ces mots, laissez-les être les derniers. Respirez profondément. La nuit est là, calme et douce. Bonne nuit, dormez profondément, et à très bientôt pour d'autres histoires. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.